Vous êtes sur Semel 13 Télévision, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous, à ce magazine Semel Chevaux. Nous parlons de la perquisition de la résidence de la mère biologique de Salomon Escadela ce matin à Lubumbashi. Après la perquisition de la résidence de Katumbi à Kinshasa et celle de Salomon Escadela, cette fois-ci, c'est la résidence de la maman de Salomon Escadela, 85 ans d'âge, qui a été perquisitionné ce matin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est son frère Moïse Moïdela qui l'a dit. Vous allez suivre l'audio que je vais justement vous balancer. C'est pourquoi on se pose la question de savoir qu'est dit la loi sur le mandat de perquisition. Qu'est-ce que la loi dit avant de perquisitionner la résidence d'une personne. Également, nous allons revenir sur le dossier Salomon Escadela pendant que Matatamponio dit que cette arme appartient justement à son garde du corps qu'il avait fait tomber le jour du sit-in. Qu'est-ce que Salomon Escadela fait encore dans le locaux de la DEMIAP? Est-ce que c'est une manière aujourd'hui pour nous de comprendre que Moïse Katumbi est menacé d'être exclu pour les élections du 20 décembre prochain? Voilà des grandes thématiques que nous allons réfléchir avec notre invité. Il est déjà sur place. Il s'appelle Jonathan Wele. Il est cadre de la Mouka. Maître Jonathan, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs et abonnés fidèles internautes. Bonjour également à tous ces compatriotes congolais qui croient en notre combat et qui croient en notre modeste contribution dans la lutte. Merci de l'invitation et de ces privilèges que vous témoignez une fois de plus en notre personne. Nous pensons qu'au travers de nos analyses et réflexions que nous allons bien évidemment émettre ici, la nation va appréhender l'essentiel de ce que les différents sujets d'actualité et éventuellement nous faire une opinion qui nous permettra bien évidemment de nous préparer pour obtenir les départs du citoyen oppresseur et de son équipe. Très bien, merci beaucoup. D'entre deux jeux, avant de vous donner la parole pour analyser en tout cas nos deux grandes thématiques, j'aimerais avoir votre avis sur l'arrestation justement de Prince Epenge. Nous avons suivi ces jours-là. Prince Epenge est arrêté, tabassé. Maman Chantal Moboni également, cadre de la Mouka, comme vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Maître Jonathan, au regard de ces arrestations ou de certains opposants que nous sommes en train de vivre ces derniers temps? Déjà, il faut dire que sur votre plateau, je suis analyste politique. Et un des cadres de la plateforme politique vainqueur des élections 2018, la Mouka. Très bien. Et en cette qualité-là, je me permets de condamner toutes ces dérives aux allures d'un complot visant notre intégrité physique dont est victime plusieurs cadres et leaders de la classe de l'opposition et de la résistance actuellement. Vous êtes sans ignorer que depuis plus de 2 semaines, nous alertions sur toutes ces probables menaces d'arrestation, kidnapping et même atteinte à notre vie. Et parmi ces différents leaders qui ont été visés, nous comptons également le président Epenge. Curieusement, vous savez qu'au vu des enjeux de l'heure, toute formation politique ou regroupement politique se veut être sérieux et décisif, doit de temps en temps tenir de réunions pour vendre et fidéliser avec ses militants et cadres. Il revenait d'une réunion politique, en rentrant vers chez lui, il voit brusquement surgir comme ça un groupe d'hommes en uniforme qui l'oblige de quitter son véhicule. Mais pendant que ce fait-là, que nous condamnons s'opérer, un journaliste qui se permet de balancer les images en affirmant que le président Epenge était sur une 3e bande. Il dit Alt Alentox. Voilà. Affirmant qu'il était sur une 3e bande. Epenge, prince connu sur Kinshasa, la magie de la technologie ainsi que l'évolution de l'armée numérique ne prendront pas soin de filmer les présidents d'un parti politique, cadre d'une formation politique, leader d'opinion qui s'est méconduit. Nous disons non. Aussi longtemps que la vidéo n'est pas là. Et point un commentaire d'un agent ou même de ceux qui l'ont interpellé qui confirme cela.
À la minute, on l'amène dans un commissariat le plus proche et notre cadre bastonné, qui au jour où nous parlons est sur un lit d'hôpital. Arrivé sur les lieux, un monsieur surgit de nulle part, se présentant comme une presse que l'on sait identifier aujourd'hui par gilet jaune. Je ne sais pas s'il y a la presse qu'on peut appeler presse d'assainissement, et qui nargue pour dire qu'il a été bénéficiaire d'un coup venant de M. Epengue. Pourtant, M. Epengue a été conduit à cet endroit-là par les agents de sécurité. Étonnant dans l'histoire, c'est pendant ces événements-là, seul le même journaliste, que d'aucuns pensent même qu'il a des formations en sciences médicales, qui serait laborantin, prend le luxe de diffuser l'image avec deux propos confirmant cette thèse-là. Et un jour après, une mise au point a été faite par le président Prince, qui pense que ce qui lui est arrivé n'était rien d'autre qu'un complot préparé et concocté avec la bénédiction des services de sécurité et la participation très active de ces soi-disant journalistes. Voilà pourquoi nous pensons, et pour ce qui me concerne moi personnellement, les menaces d'arrestation, les arrestations, les pièges ne m'obligera pas à me taire. Il est vrai que beaucoup subiront les conséquences de ce qui pourrait m'arriver. Mais par le fait que je suis conscient que je mène un bon combat, je pense que la vérité sera de notre côté. Très bien, merci beaucoup. Alors, ce matin, je viens d'entrer en contact avec le président Prince Epengue. Il m'a dit il est souffrant, vraiment il a de douleur partout, mais il m'a promis, quels que soient les cas, il sera sur le plateau de CML 13 Télévision le lundi pour venir restituer tout ce qu'il a vécu récemment. Je viens de parler avec lui ce matin, il a promis qu'il sera là le lundi. Donc Prince Epengue est sur CML 13 Télévision le lundi pour nous dire ce qu'il a vécu récemment. Alors cette émission est co-présentée avec Madame Tania, elle est avec nous. Bonjour Tania et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour Maître Jonathan, bonjour à toutes les personnes qui suivront cette émission. Et ma question d'entrée les jeux, Maître, c'est celle de savoir si vous pensez que tous les opposants qui ont fait l'objet de arrestations dernièrement sont innocents, rien ne leur est reproché. Merci madame pour la question. Il ne s'agit pas que des opposants. Tous les acteurs politiques qui à ce jour, depuis plusieurs mois d'arrestation et pour certaines des années, sans voir l'issue de leur procès, sont considérés ou sont à catégoriser dans le lot des prisonniers politiques. Le premier de tous, c'est notre aîné Barnabé Milingagno, que l'on a injustement et arbitrairement obligé de rester à Selemba. En sus vient le président Jean-Marc Kaboun, qui attend à ce jour son procès télévisé et médiatisé. Et puis après vient tous ces hommes qui subissent aujourd'hui l'œuvre de l'oppresseur en chef. Nous pouvons citer M. Fantôme. Nous pouvons ajouter M. Bisselele dans le dossier introuvable. Nous pouvons citer M. Salomon. Et nous pouvons même citer le président MK, Moïse Katumbi. Et peut-être dans les jours à venir, on parlera de nous autres. Parce que nous avons appris que nous sommes... J'aimerais vous ajouter aussi Mike Boukeba qui attend également son procès. J'ai même oublié. Et vous savez pourquoi ça arrive? Parce que le clan de la gouvernance n'a pas digéré le 2 semaines allant du 12 au 20 du mois passé. La communication de la classe de l'opposition a dérangé sensiblement. Et pour prêter main forte à tous ces incapables communicants de l'Union sacrée, on a décidé d'utiliser la justice politiquement orientée. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est poursuivi en matière pénale
pour des infractions aussi graves puisse passer plus de 9 mois en prison sans être jugé. Personne n'expliquerait cette situation. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est poursuivi en flagrance passe 24 heures sans être entendu. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, mais dont le dossier serait introuvable devant une juridiction. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, heureusement que vous l'avez mis dans la thématique, nous allons développer, que l'on décide de fouler aux pieds tous les textes existentiels réglementant la procédure, réglementant les droits de la défense pour seulement une ou deux personnes identifiées. Je ne peux pas comprendre. Parce que les textes sont faits pour être appliqués à tous. Mais lorsqu'on décide de mettre de côté les textes pour se charger personnellement ou soit avec sa bande de 2 ou 3 personnes, ça veut dire que politiquement, l'on oriente la justice. Alors, maître, vous dites que vous serez aussi peut-être arrêté au regard de votre position actuellement. Mais est-ce que c'est ce que vous attendez ou vous avez de stratégies à mettre en place pour échapper à cette arrestation ou encore vous attendez que vous fassiez arrêter et être compté parmi les prisonniers politiques? Qui est cette personne qui accepterait de voir sa liberté être réduite? Vous avez déjà été à Makala? C'est juste une question, je sais que je ne peux pas poser des questions. Je pense certainement rendre pour ceux qui ont été là, les conditions sont inhumaines. Inhumaines. Les gens dorment à même le sol. Et qui est cette personne, acteur politique soit-il, qui accepterait d'aller vivre dans ces conditions? Personne. Mais si les lois de la nature et la volonté de 2 ou 3 personnes nous l'imposent, nous n'avons pas de choix. D'autant plus encore, nous ne sommes pas maîtres de l'appareil judiciaire. Mais je pense qu'en homme d'État, je ne peux pas, moi, craindre le fait qu'il existerait de prison pour m'obliger à me taire. Non, je peux plutôt craindre le fait qu'il existerait de prison pour ce que la loi qualifie de délinquant. Donc aussi longtemps que je me comporte en citoyen digne, je ne verse pas dans ce que la loi proscrit, je pense qu'une arrestation à ma personne ne pourrait être que politique. Pire encore, tous les délinquants, récidivistes et d'habitude que l'on répertorie et on recense dans les camps du pouvoir, particulièrement de l'UDPS, personne ne fait la prison à ces jours. Pourtant, ils sont tous congolais. Et de par l'article 5 de notre constitution, nous sommes appelés à être traités de manière égalitaire. Si Moukeba Ikosso, Hugues Michel, que j'ai salué en passant, fait la prison injustement, simplement parce qu'il est politique, je pense que Kabouya devait également faire la prison. Parce que les discours que j'ai entendus du haut de sa 4x4, ce n'est pas un discours qui tend à réduire la propension de la question de la vulgarisation du tribalisme. Et si pire encore, on pouvait effectivement poursuivre les gens pour les tribalismes, le bourgmestre de Kalamou ne pouvait pas être en liberté à ce jour. Si et seulement si on pouvait effectivement poursuivre des gens pour des propos qui tendent à déstabiliser l'ordre établi, Kabouya ne serait pas dehors. Parce que c'est seul lui qui a eu le courage de nous dire ici qu'ils sont prêts à distribuer les armes. Ces propos ne constituent-elles pas des menaces contre la sûreté de l'État? Très bien, merci beaucoup. Je vous ai dit tout à l'heure, ce matin, la résidence de la mère biologique de Salomon Kadela a été perquisitionnée. Comme je l'avais dit au début, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est son frère, Moïse Monidela, qui l'a dit via un message vocal. Je vous propose de suivre ce message et puis on se retrouve tout juste après pour analyser cette question. Je dirais que c'est des méthodes que je ne sais pas décrire, sinon ça relève de ce que l'histoire a connu
avec la police de la Gestapo de Hitler, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un état de droit qu'on puisse fouiller, saccager. C'est le saccage et le pillage dans une maison. Et quelqu'un, alors que la loi dit que s'il faut le faire dans les règles de l'art. Et s'il n'a pas été le cas, hier, pour la maison de la résidence de M. Salomon et même le président Moïse. Maintenant là, ils sont en train de traumatiser une maman, notre maman de 85 ans. C'est le traumatisme, c'est la torture morale et physique, parce que quand ils viennent, ce que j'ai appris, ils ont bousculé tout le monde, et voilà, ça ne se passe pas dans la quiétude comme ça peut se passer dans un état de droit. Je ne vais pas parler avec l'émotion, parce que ce n'est pas ça qu'il s'agit de l'émotion. Je suis en train de dire que depuis que Félix est au pouvoir, Salomon et sa famille ne font que subir des tracasseries innommables. Là, vous avez la preuve, parce que si on le disait, les gens ont tendance à sous-estimer. Il y a des gens qui ont détourné des millions, n'ont jamais subi ce que Salomon et sa famille sont en train de subir aujourd'hui. Donc, c'est de l'acharnement. Il n'y a pas d'autre mot. On se demande quel est le problème qui oppose Félix à Salomon. Ce n'est pas un problème d'un chef de l'État. Non, parce que tout ce qui s'est fait, c'est sur l'ordre de M. Félix Tshisekedi. Et tout le monde le sait. Et lui, le premier. Alors, parce qu'il ne sait pas de se départir. Il n'a pas la bonne distance pour évaluer, pour analyser tout ce qu'on lui dit. Parce que la preuve est qu'il y a une arme, qu'on a mis ça sur le dos de Salomon, que Salomon avait une arme lors du sitting, alors qu'il n'était même pas ce jour-là au sitting. Très bien, c'était là Moïse Monidela, le frère à Salomon Escadela Maître. Vous avez suivi la réaction du frère de Salomon Escadela qui dit que leur maman, leur mère biologique, traumatisée, à 85 ans d'âge, et Moïse Monidela dit encore qu'il y a eu de bousculades, on a bousculé tout le monde lorsque ces militaires avaient perquisitionné cette résidence. Maître, quelle est votre réaction aujourd'hui? Déjà, il faut dire que dès le début du dossier Salomon Escadela, rien de ce que le texte prévoit ne se voit être respecté. Rien. En commençant par son interpellation. La loi est claire. En primaire de tous les codes de procédure pénale du 6 août 1969, qui voudra à ce que la personne qui est soupçonnée d'avoir commis X ou Y infraction puisse être d'abord invité. Et la loi permet même que l'on aille jusqu'à 3 invitations. Et si et seulement si, au vu de ces invitations, la personne s'entête, là on passe à un mandat. C'est pour dire que l'on vous contraint de venir par la puissance publique qui est la force. À ma souvenance, l'invitation par 1, 2, 3 fois n'ont pas été décernées. Pire encore, M. Kadela a une adresse connue sur Kinshasa. M. Kadela a passé plus d'1 mois sur Kinshasa. C'est pour dire que le service pouvait effectivement lui adresser des invitations et le voir venir. Premier manche. Deuxième manche. M. Kadela interpellé avec la plus grande des brutalités policières qui puissent exister au pied du tarmac de l'aéroport d'Endjili. Après avoir accompli toutes les formalités d'usage pour dire que l'objectif n'était pas d'interpeller M. Kadela, mais plutôt de l'humilier. Parce que, au vu des informations à notre possession, au sein de l'aéroport d'Endjili,
tous les services sont représentés, y compris les renseignements militaires. C'est pour dire que lorsque M. Kadela est entré à l'aéroport de Njuli, tous les services étaient alertés. Pourquoi ne pas les prendre à la DGM? Pourquoi ne pas les prendre au checking? Pourquoi ne pas les prendre au détecteur de métaux? Mais plutôt le prendre au pied du tarmac. L'objectif, c'était de l'humilier. Alors que la Constitution proscrit tout traitement cruel, inhumain et dégradant contre une personne. Deuxième manche de la question, c'est bien évidemment l'article 11 de ce même code de procédure pénale qui voudra à ce que une instruction des enquêtes policières puisse être menée avec la plus grande des discrétions. Voilà pourquoi sous d'autres on qualifie la justice de la plus grande des muettes. Qu'est-ce qui expliquerait une conférence de presse du renseignement? Du renseignement. Même aux États beaucoup plus modernes, on ne permet pas à l'FBI ou l'autre là c'est quoi? Celui des Russes, j'oublie le nom. De tenir des conférences de presse. Pourquoi? Parce que effectivement la procédure elle est censée être secrète. Très bien. Ici, pour la première fois, moi j'ai pas 40 ans. J'ai vu les services de sécurité, principalement les renseignements, tenir une conférence de presse. Du haut de une trentaine d'années. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais grâce à la gouvernance actuelle, je l'ai vu. En évoluant, nous avons également la Constitution de la République. Si vous me permettez, allez-y. Nous allons lire les articles 18 et 19. Malheureusement, cette Constitution ne peut pas être comprise par l'UDPS parce qu'ils ne l'ont pas votée. Article 18. Toute personne arrêtée doit immédiatement être informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans les langues qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits, dont le droit d'être assistée d'un avocat. Oui. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. On a chassé les avocats, la famille de M. Kadela. Sur pied de quoi? Sur pied de quel texte qui doit être au-dessus de cette constitution pour que le renseignement prive le droit à un conseil et à la famille à une personne arrêtée? Qu'il encourageait de l'UDPS ou encourageait de l'union sacrée, intelligent soit-il, qui m'impose ou m'oppose une disposition qui est plus supérieure à la Constitution, qui donne droit au renseignement d'interdire le droit aux avocats et à la famille d'entrer en contact avec M. Kadela pour plus de 7 jours. Je continue parce que l'article est continu. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ces délais, la personne gardée à vue doit être immédiatement relâchée ou mise à la disposition de l'autorité compétente. Très bien. Les renseignements sont des OPJ ou même des inspecteurs. Ils ne peuvent pas garder au-delà de 48 heures. Monsieur Kadela l'a interpellé, je crois, depuis le 20 ou le 30, je crois le 29 ou le 30. Il va vers 7 jours maintenant, 7 ou 8 jours. Qu'est-ce qui expliquerait ces prolongations? Je n'ai pas fini. La Constitution, toujours article 19. Je crois que je vais peut-être m'arrêter là. Nul ne peut être soustrait ou distrait contre son gré de son juge que la loi le lui a assigné. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge. Le droit de la défense est garanti. Toute personne a droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. M. Kadela n'est pas assisté. Vous n'allez pas me dire que pour plus de 7 jours, on ne l'a pas entendu. C'est de l'aberration du droit. Et lorsque l'on évolue encore,
Vous parlez de perquisition. Heureusement que j'ai des textes dans mon pays. Je vais vous lire. Parce que nous allons parler essentiellement de textes. Très bien. Pour que ceux qui auront le courage de venir nous contredire ici puissent apporter également des textes. Je vais lire l'article 23. Article 23 de la loi du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Je préférerais bien que vous lisiez cet article. Donnez, je vais Au risque qu'ils puissent dire que moi là, j'ai créé. L'article 23. Ces visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu. Voilà. À moins qu'il ne soit pas présent ou qu'il refuse d'y assister. Merci. Le domicile de M. Kadela, perquisitionné à Kinshasa, se trouverait sur ma campagne. M. Kadela arrêté par les renseignements qui se trouvent à Kitambo. Très bien. Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui motive le fait que vous allez chez autrui pour faire de perquisition sans que la personne ne soit là? Pourtant, la loi le permet. Même si on pouvait dire qu'il est absent, pourquoi mettre la famille dehors? J'ai vu les images, moi. Vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez les gens et vous leur demandez de sortir pour que vous travaillez. Qui pourra confirmer que ce que vous avez trouvé ou ce que vous avez fait est vrai et transparent? Parce que les maisons ou la maison ne vous appartient pas. Les ouvertures, vous ne les connaissez pas. Pourquoi ne pas respecter ne serait-ce que les textes existentiels, monsieur de service? La loi est pourtant claire. La personne doit être là, sauf s'il refuse. Mais c'est Kadela est entre vos mains. Pourquoi ne pas débarquer avec lui chez lui? Et pièce par pièce, il l'ouvre et vous effectuez calmement votre travail. Parce que nous sommes d'avis que c'est votre travail. Mais faites-le dans les normes et dans les règles de l'art. Voilà pourquoi j'ai dit à l'entame que tout ce qui s'est fait pour M. Kadela, je pense, comme scientifique, que jusque-là, on n'a pas respecté les textes. Aucune de nos dispositions, tant de la loi fondamentale que de loi réglementaire dont le code de procédure pénale, ne se voit être respectée par ces services. Alors, maître, aujourd'hui, au regard de la déclaration de Matata Mponyo, qui a confirmé que l'arme qu'on a attribuée à Salomon Kadela appartient bel et bien à son garde du corps qu'il avait fait tomber le 25, le jour du sit-in. Mais Moïse Monidé, là, dans cet audio qu'on a suivi, il a dit, le jour du sit-in, Salomon Kadela n'était pas là. Est-ce que vous pensez que cette déclaration de Matata Mponyo, c'est justement un moyen qui pourrait permettre à la justice de libérer Salomon Kadela? Déjà, il faut dire que Salomon est un opposant au régime. Et j'en connais pas, sauf s'il est vendu comme un jeune homme de ces derniers temps-là. Tous les opposants au régime pris entre le maître des services ne s'en sortent pas. Ne s'en sortent pas. Nous avons de preuves. Moukeba est pourtant député. Bénéficiaire des immunités, se trouve à Makala. Kabounda député. Bénéficiaire des immunités, il est à Makala. Un conseiller spécial se vient être arrêté. Donc tout celui qui s'oppose au régime ne devra jamais être extirpé de la justice. La preuve, c'est que lorsque l'on dénotait des faits à sa charge, on n'a pas cité que la détention d'armes. On a ajouté plusieurs. Incitation de militaires, atteinte à la sûreté. C'est pour dire qu'à défaut de l'un, on sait les récupérer dans l'autre. Mais nous sommes heureux que la vérité, bien évidemment, il a toujours des coups de jambes, bien qu'en retard, mais il est finalement là. Mais plus encore, je peux m'être trompé. Je peux en tout cas. Mais je vais dire lors de ce point de presse
que ces pistolets étaient tombés à Kianza lors de la marche, je vais dire, et que l'on aurait récupéré. Mais déjà, il faut dire que M. Matata, le président Matata, dit que ces pistolets s'étaient égarés lors du sit-in plutôt. Les sit-in qui est venu plus de 4 jours après la marche. Qui doit nous aider à voir clair. Plus encore, lors de ces sit-in, M. Kadela n'y était pas. Je profite d'ailleurs pour donner mes encouragements à un compatriote, Merlin Vouvou, qui a réussi des décharges électriques aux organes sensibles et qui aujourd'hui se voit être alité. Donc si déjà la version du président Matata contredit, je l'ai dit, je peux m'être trompé, contredit la version du point de presse, c'est déjà un souci qui fera établir le doute et le flou. Mais j'aimerais revenir sur le tweet du président Matata. Vous savez, on peut tout reprocher à nos services. On peut tout reprocher à nos hommes. Mais je sais qu'il y a quand même une certaine logique qui est suivie. On ne peut pas envoyer un garde du corps chez un premier ministre sans pourtant marquer et tracer ce qu'il détient comme outil. Parce qu'il y a toute une unité de protection des autorités qui le fait. Donc on suppose que ces pistolets-là, lorsque l'agent le prenait pour aller assurer la sécurité d'un premier ministre, on l'a codé, on sait l'identifier. Mais lorsqu'on les ramasse, pourquoi on ne recourt pas aux services attitrés pour identifier cette arme? Parce qu'il faut dire que nous avons même des commissions ici qu'on appelle commission de marquage d'armes. Et ces commissions-là, je crois, il y en a au ministère de l'Intérieur, il y en a au niveau de nos forces armées, il y en a au niveau de l'autorité, il y en a presque partout, je crois. Pourquoi ne pas recourir à ces différents services pour trouver les vrais possesseurs de cette arme? Mais on dit comme ça que c'est M. Salomon. Est-ce qu'il y avait ses empreintes dessus? Est-ce que celui qui avait ramassé sur sachet pour que les empreintes de M. Salomon puissent y demeurer? Et comment on a détecté que c'est à lui? Ce sont toutes des questions que j'espère, bien que la procédure en cours va nous prouver. Mais je pense aussi que ces tweets, bien évidemment, vient élever les zones d'hommes, notamment sur la question de quand est-ce que cette arme-là s'est vue être égarée. Ensuite, de qui en était le vrai propriétaire. Et bien évidemment, là, il va falloir que la justice table plus sur la question d'atteinte à la sûreté et plus sur la question d'incitation des militaires. Voilà pourquoi on se bat maintenant, au travers de perquisitions. Au travers de perquisitions pour trouver des éléments qui pourront soutenir ce qu'ils ont trouvé comme éléments. Donc le tweet de Matata Ponyo est tombé à pic. À point nommé comme un observateur, parce qu'il faut dire, au point de presse, ou pendant le point de presse, on ne nous avait jamais dit qui était le vrai possesseur de cette arme. Mais maintenant, là, on les connaît. Maître, est-ce le fait pour Matata Ponyo de ne pas dénoncer ou informer sur le fait que cette arme a été perdue le jour du sitting pose un problème et qu'il le fasse maintenant que Salomon Escadela cette arme lui a été mise dans ce grief? Vous savez que l'on parle là du tweet d'un professeur d'université, d'un ancien dirigeant, d'un homme, à mon aime la vie, intelligent. Ça serait hasardeux pour vous et nous d'affirmer ici que c'est seulement maintenant qu'il hausse le temps. Ça serait hasardeux. Qui sait si dans l'entretemps, ou le même jour, ou au temps approximativement voisin, il y a eu des actes qui ont été posés pour alerter de l'égarement de ces pistolets. Qui sait? Les enquêtes. Moi, je l'ai toujours dit, le temps est le meilleur allié de la personne. Et c'est l'ami fidèle de la vérité. Il faut le laisser agir.
Nous parlons là d'un professeur d'université. Nous parlons là d'un ancien dirigeant. Alors, et pas n'importe lequel. Les opposants seraient-ils en danger à ce jour, pensez-vous? Tous à l'unanimité sont en danger. Tous les opposants, leaders politiques, cadres, militants, communicants, tous à l'unanimité sont en danger. Parce qu'en face de nous, nous avons une justice politiquement orientée contre nous. Nous avons une milice à la solde du mal qu'on appelle progrès. Et nous avons surtout des menaces d'empoisonnement. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ne savent plus passer une nuit chez eux. Plusieurs. Plusieurs d'entre nous sont obligés d'aller à l'exil. Les cas simples, c'est les cas local à Patrick, qui est d'ailleurs journaliste, mais qui défend plutôt les convictions d'une meilleure gouvernance. Nous sommes tous en danger. Tous. Mais je pense que ce n'est pas par le fait de savoir qu'on est en danger que nous devons nous taire. Nous devons nous régner notre combat. Moi, personnellement, c'est d'ailleurs un motif d'encouragement et de remotivation pour ma personne. Parce que je le dis toujours, cet exemple fait pleurer ma mère. Rossi Mukendi est tombé. Thérèse Kapangal est tombée. Tous avaient encore besoin de la vie. Si Jonathan tombe aujourd'hui, demain, certains s'élèveront pour continuer le combat. Pourquoi je l'ai dit? Qu'est-ce que les services ont à gagner à déverser des charges électriques sur un manifestant pacifiste comme vous? C'était quoi le mobile? Quelle était la menace que vous vous présentez? Quel est le mobile qui pousserait les militaires à obliger un haut cadre comme le secrétaire Franklin Chamala à se mettre à genoux et à recevoir des raclées? Qu'est-ce qui obligerait la gouvernance de refuser une causerie entre un leader et les étudiants à Kikwit? Qu'est-ce qui obligerait une gouvernance d'empêcher la libre circulation de leaders politiques? Kassangoulou. Si et seulement si la crainte de cette menace. Tous nous sommes en danger. Je ne sais pas s'il y a de ceux-là qui ont peur, mais moi non. Maître, c'est vrai que vous avez peint le tableau de la situation des opposants aujourd'hui dans le pays, mais j'aimerais quand même vous poser cette question de certaines indiscrétions qui vous accusent ou vous reprochent carrément d'aggraver vos faits pour dire que vous ne serez pas si autant victime de ce dont vous vous plaignez. Merci de la question. Je l'ai lu. Je crois que ça doit être un élu qui a utilisé le nom de personne pour se faire élire. Et aujourd'hui, il a rejoint le prix du sang pour bien évidemment s'attaquer aux leaders politiques. Excusez-moi de le dire, c'est un petit monsieur. Pourquoi il est fait? Parce qu'en réalité, ils font face à des hommes beaucoup plus déterminés qu'ils étaient dans le passé. Un compatriote congolais m'a fait rire, il dit Mbalo yo bakutani na mibali. Je vais reposer des exemples beaucoup plus simples. Merlin Vouvou, je crois qu'après sa sortie de l'hôpital, il viendra ici. Vous allez voir les clichés de radio. Et au vu de ces clichés, il a posé la question à ces messieurs si on se victimise. Et en plus, vous allez avoir les rapports de médecins qui donnent les causes qui ont conduit à la ségrégation de ces plusieurs liquides-là. J'évolue. Le petit qu'on a agressé sauvagement à Kianza. Sauvagement. Là encore, on s'est victimisé. Le petit qui serait Koulouna, selon le dire. Non, mais pour être Koulouna, il faut prouver. Il avait quoi en main qui représentait une menace? Rien. Mais je vis plutôt les casques étaient brandis sur lui. Je vis de pied. J'évolue encore. Qu'est-ce qui fait que... En tout cas, qu'est-ce qui fait que... Moukeba Ikosoïg Michel. Pourtant, quelqu'un criait Kaza député. Mais on l'a amené tel que nous l'avons vu là. Ça, c'est encore se victimiser. Qu'est-ce qui fait que
Salomon, nous avons vu les images en plein tarmac. Qui a amené tel qu'on l'a fait là, c'est encore se victimiser, d'après ces petits messieurs-là. Donc vous allez comprendre avec moi qu'en réalité, ils font face aux évidences. Les évidences qui sont patentes. Aujourd'hui, vous entrez chez autrui, vous trouvez une pauvre mère de 85 ans que vous bousculez pour fouiller chez elle. Et je vais encore plus loin. Là où habite la maman de Salomon, c'est parmi les quartiers IP, comme on dit VIP de Lubumbashi, où il y a même la résidence où logent les présidents de la République lorsqu'il est là-bas. Qui s'hasarderait à circuler là-bas avec des éléments ou des histoires de matériel dangereux? Qui? Même si on doit faire ces investigations, ces perquisitions, c'est de par la loi, c'est reconnu. C'est tout un chapitre dans le code de procédure pénale. Mais qui sont faits de façon irrégulière. Voilà, des évidences. On vous dit qu'il faudrait que la personne soit là. Est-ce que Moïse Katumbi était dans sa résidence lorsqu'on a perquisitionné? Il y a eu un témoin. Non, mais un témoin, il est qui par rapport à la famille? Le voisin. Mais un voisin qui va aller être présent lorsque l'on fuit chez autrui. Est-ce qu'il connaît toutes les ouvertures? Il connaît des pièces secrètes? Est-ce que ce témoin-là n'est pas parmi les complices ou les collabos? Vous savez, on a l'habitude de ne pas trop prendre au sérieux les questions de vie. Il y a de ces maisons où il y a des pièces où on n'entrait pas. Où on n'entrait pas. Pour des raisons de conviction spirituelle, par exemple. Mais vous amenez comme si un témoin qui ne sait même pas comment faire pour ouvrir ces portes-là et vous affirmez qu'il est témoin. Il n'a ni relation de près, ni de loin. Je ne sais pas si c'est le cas avec la personne. Mais la loi en elle-même est claire. Il faudrait que la personne soit là. Peu importe le grief reproché. Il faudrait que la personne soit là. La loi est là. L'article est bien dit, l'article 23 du Code de procédure pénale du 6 août 1969. Si vous faites ça, la réalité. Nous ne sommes pas contre que l'on nous traque, mais traquez-nous dans la légalité. Vous imaginez ce petit scénario monté contre Prince? J'ai envie d'en rire quand j'en parle. Vous voyez les présidents d'un parti politique, cadre d'une formation politique et une notoriété sur Kinshasa qui va comme ça là risquer sa réputation pour donner un coup à un compatriote congolais. Monter proprement les coups, monter intelligemment les coups. Heureusement pour nous, nous sommes beaucoup plus disciplinés et organisés. Voilà pourquoi. Et non faibles comme on vous le traite. Mais c'est ces faibles-là qui aujourd'hui est traqué. Pensez vraiment s'il était faible, on allait les traquer. S'il était faible. Mais c'est ces faibles-là qu'on menace aujourd'hui de porter plainte. À un faible, on ne porte pas plainte. Parce qu'on sait déjà qu'il est faiblard. Pourquoi on va encore l'agacer avec des procès? C'est également à ces faibles-là que l'on proscrit des marches et des itinéraires. Mais je sais qu'à un faible, on ne peut pas interdire une marche parce qu'on sait qu'il ne va pas réussir. Mais pourquoi on interdit une marche à un faible? Parce qu'en réalité, on sait qu'il n'est pas faible. Il est fort. Alors, maître, Moïse Katumbi, d'abord, on a suivi récemment avec la proposition de Tiani qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, de débats ça et là. La proposition de loi sur la nationalité de parents d'un candidat président de la République où Moïse Katumbi était pointé du doigt. Cette fois-ci, c'est l'arrestation de son conseiller spécial. Il y a des dossiers contre son conseiller spécial et aussi la perquisition de sa résidence. Est-ce que vous pensez que tout cela, c'est une manière de pouvoir tenter à l'invalider pour l'élection de ce 20 décembre? Il nous reste 6 mois. Il nous reste 6 mois pour aller aux élections. Et dans ces 6 mois, tous les 4 leaders sont inquiétés. Tous les 4 à l'unanimité. Même Katumbi est plus inquiété que les autres. J'arrive. Mais il y a un que l'on souhaite même pas voir déposer la candidature. Il y a un.
et c'est le président Moïse. Aujourd'hui, les gens ont parié des sommes d'argent pour que le président Katumbi ne soit pas candidat. Pourtant, nous, qui sommes autant challengers que eux, parce qu'il faut dire, le président Martin est un candidat président de la République. Le premier Adolphe Mouzito est un candidat président de la République. Le président Sessanga, candidat président de la République. Le président Matata, candidat président de la République. Mais c'est parce qu'une personne qui est considérée comme traître, parce qu'il y a toujours des indiscrétions. Dans l'Union Sacrée, on pense que Moïse Katumbi est traître. Parce qu'il était avec eux et qu'il n'avait pas le droit de le lâcher. Et aussi, on dit que les informations, les communiqués de son parti vont au Rwanda et puis... après validation. Vous savez... Et surtout qu'on lui reproche de ne jamais condamner le Rwanda. Kagame. Et Kagame. D'agresser la RDC plutôt, sous couvert du M23. Merci pour cette question. Entre celui qui n'a jamais condamné et celui qui détient des photos avec l'agresseur, on choisit qui? Entre celui qui n'a jamais condamné et celui qui a dit de vidéos existent que l'agresseur, M. Kagame, est un frère, qui bannir? Entre celui qui n'a jamais condamné ouvertement et celui qui a amené sur notre sol, principalement à l'Est, où il y a des victimes potentielles de cette guerre d'agression, qui chasser? Entre ceux qui ont accepté de donner le droit de raffiner l'or de la terre patrie Congo à notre agresseur, qui est bon. Entre celui qui n'a jamais dit ouvertement ou jamais réagi sur la question et celui qui a permis que nous puissions avoir les Kijé de Rwandair à Goma, qui est traître? Entre celui qui n'a jamais réagi et celui qui aujourd'hui n'a jamais été en mesure de retirer la lettre d'accréditation d'un ambassadeur rwandais au Congo, qui est traître? Parce que je vous dis qu'on a simplement expulsé M. Kariga, mais on n'a jamais retiré sa lettre de créance. Mais pourtant, lorsqu'on veut rompre les relations, ça commence par là. Vous comprenez un peu qu'il y a un souci. Et lorsqu'on parle de communiquer, toiletter, communiquer et tout, en réalité, on devait prendre les CG d'ensemble. Dieudonné Bolenge-Tengue. Voilà. Parce que la plupart des communiqués sont signés par lui. Très bien. Et ces derniers temps, il fait que publier de communiqués, ces derniers temps. Non, mais moi, Hier également, j'ai suivi un communiqué. Je reviens avant même que nous arrivions à la situation actuelle. C'est toujours le secrétaire général qui est le patron de l'administration du parti. Rare de fois, le président signe un communiqué. Mais c'est plus les CG. Et j'ai mis au défi la CLEB, la confrérie plutôt Union Sacrée, de nous produire 10 communiqués signés par le président Katumbi pour les comptes d'ensemble pour la République. 10. Je vous dis qu'il n'y en aura même pas 3. Parce que lorsqu'on échangeait sur la thématique hier, je ne suis pas tombé sur 3 communiqués. Mais aujourd'hui, nous avons tous condamné. Moi qui vous parle, j'ai reçu des menaces beaucoup plus directes. Et moi et ma famille venant de l'autre côté. Venant de l'autre côté. Et je peux vous dire qu'en moins de 4 mois, j'ai perdu plus de 5 personnes dans ma famille dont je me questionne jusqu'à ce jour. J'ai perdu un cousin enlevé comme ça, au bord de son véhicule et décédé. Comme ça. Et pourtant, c'était parmi ceux qui sont plus proches de moi. Mais pendant ce temps où nous prenons les risques de condamner ouvertement l'agresseur, que fait la gouvernance? Est-ce que les relations sont rompues avec l'agresseur? Non, on va se jeter dans ses bras avec l'East African Community. Pendant ce temps où nous nous époumonnons à sortir de notre énergie pour condamner,
et dénoncer. Est-ce qu'on a fermé les frontières? Non. Est-ce qu'on a résilié les contrats de Sakima? Non, on a suspendu. Est-ce qu'on a résilié les contrats avec Rwanda? Non, on a suspendu. Est-ce que la gouvernance elle-même, elle est prompte à réagir au vu de ce que nous subissons comme agression? Prenez besoin de nous imputer les faiblesses de votre gouvernance. Donc aujourd'hui, la question de communiquer, j'attends. En tout cas, moi je l'ai dit. Je suis parmi ceux qui attendent avec beaucoup plus d'impatience le début de ce procès. Pour voir dans quel champ, ou peut-être les mails d'envoi et des retours de ces communiqués. Et c'était entre qui et qui? J'attends. J'attends avec impatience. Je l'ai dit. Si le cours de dossier me prouve que j'ai tort, je reviendrai sur les plateaux de télé et les radios pour dire que j'avais tort. Au vu de mon intégrité, de ma liberté d'esprit. Mais au vu de ce que j'ai récolté et après analyse beaucoup plus réfléchie, je pense qu'il y a beaucoup de doutes. Il y en a beaucoup. Alors, maître, est-ce que Katumbi fait peur au pouvoir plus que Fayulu? Parce que, à ce stade, presque lui qui est plus inquiété que Fayulu. Il faut dire que le président Fayulu a inhalé des gaz lacrymogènes ici. Le président Fayulu a vu les pneus de ses 4x4 troués. Le président Fayulu a vu pendant ces 4 ans sa sortie de sa résidence être gérée. On l'oblige à ne pas sortir. Le président Fayulu a vu ici plusieurs de ses marches être relocalisées ou délocalisées. Le président Moïse voit aujourd'hui plus de ses collaborateurs être inquiétés. Le président Sessanga voit aujourd'hui plus de ses collaborateurs être inquiétés. Le docteur Lens est aujourd'hui entre les mains des services. Il est collaborateur du président Sessanga. Récemment, j'ai suivi le communiqué de Maître Ramazani qui a annoncé la mort d'un cadre du parti politique. Vous imaginez? Donc, tous les 4 leaders à l'unanimité font objet de menaces, mais sur divers fronts. Est-ce que vous imaginez que les scénarios montés contre le président Epenge, les visaient lui? Non. Non. La personne visée là-bas, c'est le président Martin pour l'affaiblir. Pour l'affaiblir. Les véhicules de Maître Mayengele, dont le pignon était troué à l'aéroport d'Engili, au retour du président Martin, vous vous rappelez? Donc, si l'on ne sait pas atteindre les leaders, on passe par les collaborateurs. Par les collaborateurs. Donc, aujourd'hui, à l'unanimité, les 4 représentent une menace. Parce que les 4, face aux citoyens Antoine, il s'en sortira même pas avec 2000 voix. Même pas 2000 voix. Même pas 2000 voix. La meilleure de posture pour lui, c'est d'aller aux élections. Il est candidat unique. Si pas candidat unique, n'est pas allé aux élections. C'est la carte. La preuve, ce que vous allez voir au fil de temps, principalement les 2 mois à venir, on va nous boycotter parce que tout ne marche. On va sérieusement nous inquiéter. Et ils sont déjà en train de mettre toutes les batteries en œuvre pour ça. Vous pensez Est-ce que vraiment... c'est une manière de vous victimiser déjà? J'aime pas trop cette phrase, victimiser. La preuve, c'est que parce je roule sans on- garde du corps. Si je pouvais, j'allais bien faire avoir le garde du corps. Mais je roule seul. Pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent que ce qui doit arriver finira par arriver. Mais au vu des événements plutôt, il est vrai. Les évidences sont là. Tous nous sommes inquiétés. Tous. Quelle est la menace que représente Maman Chantal pour la bastonner? C'est pas parce qu'elle a une voix et une tête qui fonctionne et des argumentaires bien agencés. Quelle est la menace que représente le docteur Lens? C'est pas parce qu'il a une tête et a une intelligence. Quelle est la menace qui représente le président Prince? Il faut
comprenez qu'en réalité, c'est notre intelligence, nos réflexions et surtout notre constance dans les combats. Nous ne pouvons pas vous dire qu'est-ce qu'on ne nous a pas proposé pour changer des camps. Qu'est-ce que l'on ne nous a pas proposé? Immeuble à la Gombe, 449. Nous avons dit que le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas pour le matériel, mais c'est pour un Congo meilleur. Et lorsqu'un Congo meilleur arrivera, j'aurai de quoi m'acheter une 449. Un Congo meilleur, c'est aussi lorsque à la NER, on ne torture plus. Hein. C'est aussi un Congo meilleur que nous avions souhaité tous. Vous parlez de ces jeunes hommes corrompus là, pour qui je regrette aujourd'hui d'avoir porté son combat. Je vais vous donner 3 cas de gens qui ont subi des atrocités entre les mains des services. Et vous allez me donner son unique cas. Je commence par M. Béa. Il dormait même une fauteuil. Mais on vous a dit là-bas, on dort sous climatiseur. Mensonge. On mange bien, un petit, par régime. S'il vous plaît. Un petit monsieur comme lui, on pouvait le laisser sous climatiseur, et un grand monsieur comme Béa, on lui laisse sur un fauteuil. Nous ne sommes pas bêtes, nous. Nous ne sommes pas bêtes. Kitenge Manganda, les rapports de médecins les disent. Et des impacts sont encore sur son corps. Des tortures. Et je vais encore plus loin les communiqués de la cage. Je salue mon aîné Kapiamba. Sur les cas de plusieurs directeurs arrêtés là-bas à l'époque. Plusieurs directeurs. J'évolue, je prends le cas de Moulopoé, qui aujourd'hui se trouve à Makala. Militant de la Mouka. Que j'évolue encore. Ou que je me limite là. Allez-y. Voilà. Donc je pense qu'à l'échelle de 3 exemples, contre l'exemple de ces petits messieurs corrompus là, on prend lesquels? On prend lesquels? Maître, alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir des activités de l'opposition? Je m'excuse pour le jour à venir. Déjà, les 17 de ce mois, nous sommes à la place Sainte-Thérèse. Comme cadre de la Mouka, je confirme la tenue de notre activité parce que nous avons écrit à l'autorité urbaine. Vous avez informé déjà. Oui. Nous serons à la place Sainte-Thérèse au 17. Et le 24, nous allons marcher en commençant par Massina. C'est pour dire... La zone rouge. Selon Ngobila. Zone rouge. Oui. Zone rouge. Oui. Cette constitution me donne seulement 2 endroits inviolables qui peuvent être considérés comme zone rouge. Palais du peuple et palais de la nation. S'il y en a un 3e ici, que M. Ngobila me le montre. S'il y en a un 3e qui est considéré comme inviolable, que M. Ngobila me le montre. Et lorsque l'Union sacrée décide de marcher, là n'est pas la zone rouge. Mais lorsque c'est l'opposition, lorsque c'est la résistance, subitement ça devient la zone rouge. Cette constitution me donne le droit de refuser d'exécuter tout ordre manifestement illégal, surtout si elle porte atteinte à mes droits fondamentaux, notamment la liberté de manifestation. Voilà pourquoi je l'ai dit comme Kandla Mouka. Les 17, nous sommes à la place Sainte-Thérèse pour un des plus grands meetings. Et puis après, le 24, nous serons encore dans la rue pour dire non à la vie chère, dire non à une insécurité grandissante et dire non à ces processus électoraux chaotiques gérés du main de maître par un amateur qui est dans junior. Très bien. Merci beaucoup, madame, messieurs. Cette émission est complètement terminée. Maître, vous avez justement 1 minute pour la conclusion. J'aimerais, au travers de ces 1 minute, qui sait peut-être que c'est la dernière, rassurer tous les compatriotes congolais, de Kinshasa comme d'ailleurs, que lorsque tous quitteront les navires, soyez sûrs
que je resterai pour mener le combat de mon peuple. Aux hommes et femmes qui croient encore au combat de l'opposition ou de la résistance dans notre pays, et ceux qui militent pour ces combats, sachez que la nation et l'histoire est témoin de notre partition et que ce travail sera récompensé par un Congo beaucoup plus meilleur pour lequel nous luttons. Merci à vous de l'invitation. Merci beaucoup, maître. Merci à Tania pour la coprésentation. Merci. Et à vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à CML 13 de télévision. On se retrouve comme ça la semaine prochaine, le lundi, avec Prince et Pengue sur ce plateau de CML Chevaux pour nous restituer, en tout cas, ce qui lui est arrivé. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.